Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie de m'avoir invité pour cette présentation des techniques générales de fabrication d'additifs et de leurs applications dans un cadre clinique. Donc, je m'appelle Philippe Roux, je suis le directeur de l'Institut de biométrie clinique Georges Charpak, Arts et Métiers Paris. Donc, très rapidement, voici le plan de ma présentation. Nous verrons en quoi l'impression 3D peut être considérée comme une révolution industrielle. Je vous présenterai ensuite les technologies actuelles qui vont être illustrées par mes collègues dans la suite des exposés et deux applications que nous menons au sein de l'Institut, en particulier appliquées à la chirurgie maxillofaciale. Enfin, je donnerai quelques perspectives à ces travaux. Alors, pour paraphraser Nixon et son exposé de 2015, nous observons très régulièrement des révolutions qui changent fondamentalement notre façon de concevoir les objets ou de regarder le monde. Si par exemple on prend le cas du pétrole, l'énergie mécanique est devenue bon marché. Si on prend le cas de l'ordinateur, le calcul est devenu bon marché. Si on prend le cas d'Internet, la communication est devenue bon marché. Et avec l'impression 3D, la complexité devient bon marché, ce qui change fondamentalement notre façon de voir les choses. La fabrication additive a 4 avantages majeurs. Le premier est que la complexité n'a aucun surcoût et que l'impossible devient réalisable. Bien entendu, à prendre avec les pincettes, mais quand même, vous allez le voir sur cette vidéo de présentation d'un processus traditionnel de fabrication d'une tige de prothèse de hanche. D'habitude, on utilise des procédés de fabrication dits de soustraction de matière. Donc on part d'une CAO. Cette CAO nécessite bien entendu un gros parc de machines-outils, puisqu'il va falloir faire par taille de tige un moule, voire plusieurs moules qui vont être nécessaires à la fabrication de l'objet. Plus vous avez de taille de composants, plus vous avez besoin de stockage, plus vous avez besoin de moules. Pour ce qui est du brut, nous allons le chauffer pour le mettre en forme. Donc là, on voit par exemple une opération d'estampage qui va nous permettre d'avoir la forme générale de l'objet à partir du moule réalisé précédemment. Vont suivre différents traitements chimiques, mécaniques, pour que finalement l'objet soit ensuite calibré à l'aide d'encore un autre moule pour à la fin être usiné à l'aide d'un centre à commande numérique qui va être interposé avec des opérations de métrologie de manière à vérifier que ce que nous faisons est de qualité. Plus le détail de l'objet est fin, plus il y a d'opérations d'usinage, et vous voyez, plus la finesse de l'usinage est importante, plus l'outil doit être petit. Et on comprend bien qu'il y a des zones qui sont absolument inaccessibles, ce qui fait qu'il y a des zones qui sont irréalisables. Donc typiquement, fabriquer une tige de prothèse nécessite près de 200 opérations, et donc fort coûteux en temps, en coût de fabrication, et par ailleurs, il y a des formes qui sont impossibles à réaliser. A l'inverse, la fabrication additive va ajouter de la matière. Et donc, on va pouvoir se permettre de réaliser toutes ces opérations que je vous ai montrées précédemment en une seule opération sur une seule machine, qui nous permet de gagner un temps phénoménal. Donc, pour illustrer ce propos, voici les résultats d'un article d'Aramejad en 2016 sur une tige de prothèse de hanche. Si vous regardez la coupe de la prothèse, vous vous rendrez compte que celle-ci contient en fait un mariage poreux qui a été réalisé en impression 3D et qui aurait été absolument impossible à réaliser en usinage traditionnel. L'idée du maillage poreux est d'adapter la rigidité globale de l'implant de manière à minimiser les phénomènes de stress shielding et d'ostéolyse autour de l'os. Donc il est possible maintenant finalement de personnaliser le comportement mécanique impression par impression. Le deuxième avantage de la fabrication additive est que la personnalisation n'a aucun surcoût, puisqu'imprimer 6 fois la même pièce ou imprimer 6 implants différents est strictement équivalent. Il ne s'agit juste que d'un temps de fabrication machine. Il n'y a pas de moule à fabriquer préalablement qui nécessite d'avoir une gamme de produits. Donc si on regarde par exemple le coût de fabrication en fonction du nombre de pièces fabriquées, l'usinage traditionnel, comme vous le savez bien, a un coût qui décroît en fonction du nombre de pièces, alors que finalement la fabrication additive, d'un point de vue conceptuel, est insensible au nombre de pièces fabriquées. Donc dès aujourd'hui, pour des petites séries, la fabrication additive est plus concurrentielle que l'usinage traditionnel. Et comme le coût des machines et les technologies évoluent extrêmement vite, il est fort à probaber que finalement l'impression 3D sera beaucoup plus rentable et aura un espace sur lequel elle sera très compétitive, beaucoup plus important qu'elle ne l'est maintenant. Le troisième avantage est qu'aucune compétence n'est requise. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Mes enfants qui ont 11 ans ont une imprimante 3D à la maison et l'utilisent pour faire leur Lego sans aucune aide de ma part. Donc c'est extrêmement simple d'utiliser l'impression 3D. On le verra, ça a aussi un désavantage dans mes conclusions et perspectives. Et enfin, et j'en parlerai aussi dans mes conclusions, l'objet peut être fonctionnalisé, il peut évoluer dans le temps, on parle alors d'impression 4D. Alors voyons très rapidement les différentes technologies et leurs applications dans le domaine médical.
La technologie la plus simple, puisqu'une machine coûte à peu près 300 €, est l'extrusion de fils d'ABS ou de PLA. Elle est utilisée en clinique pour imprimer des modèles bioréalistes qui sont soit présentés aux patients, soit utilisés pour que le chirurgien ait la forme de l'objet 3D entre les mains. Donc vous avez ici l'imagerie IRM qui est utilisée pour créer un morphoréaliste tête-cerveau. Donc c'est une impression qui ne sert pas à réaliser des implants, qui sert principalement de démonstrateur visuel 3D. Sur un petit peu le même principe, on a la bioextrusion. Au lieu finalement d'extruder du plastique, on va extruder un gel qui peut être chargé en cellules de manière à réaliser des biomatériaux. Donc on peut s'en servir pour concevoir des biomatériaux structurés à l'aide de maillage. Ces biomatériaux sont ensuite mis dans des bioréacteurs de manière à voir l'évolution des cellules et la croissance du tissu. Donc typiquement, voici ici une vidéo de biosystème qui montre l'état des cellulaires à 0 jours et l'état cellulaire à 7 jours, mais vous aurez l'exposé juste après moi qui vous présenteront ces technologies. Troisième technologie, l'impression de liquide photopolymère durcissable. Donc il s'agit quasiment d'une imprimante à jet d'encre, mais qui cette fois-ci imprime de la résine. Donc la rigidité de ces résines peut varier, de même leur couleur. Et en une seule phase, on va être capable, comme vous le voyez, de déposer cette résine avec différentes caractéristiques des mécaniques pouvant être couplées. Donc ces technologies-là sont utilisées pour faire des modèles biofidèles, et je pense qu'il y aura une conférence juste après moi qui vous présentera une application de ces fantômes qui sont réalisés avec les mêmes propriétés mécaniques et qui peuvent servir de simulation de chirurgie. Avant-dernière technique, mais qui est la plus ancienne, elle date d'une trentaine d'années, la stéréolithographie qui utilise un faisceau laser de manière à venir polymériser une résine dans un bac. Donc cette fois-ci, c'est le faisceau qui vient solidifier la matière. C'est encore une fois utilisé énormément pour faire des démonstrateurs visuels, typiquement pour la chirurgie cardiaque. Enfin, dernière technologie, la fusion de poudre ou le frittage de poudre, sachant que quand on fusionne une poudre, on considère que la porosité est quasiment nulle. Quand on fait du frittage, il reste une porosité. Donc l'une est principalement utilisée pour des objets en titane, l'autre pour des objets en polymère. Donc cette fois-ci, on vient déposer une fine couche de poudre qui est ensuite fusionnée à l'aide d'un laser ou de plusieurs lasers. Certaines imprimantes maintenant ont 16 lasers. On vient ensuite enlever la poudre restante pour pouvoir finalement détacher la pièce de son support. Et vous le voyez, comme les poudres de titane sont des matériaux explosifs, ça nécessite quand même certaines caractéristiques et certaines mises en œuvre de manière à être utilisées pour ensuite être sablées, usinées sur les bords et enfin utilisées, comme par exemple ici dans la chirurgie maxillofaciale. Alors voyons tout de suite deux exemples qui sont co-réalisés à notre institut. Le premier est la réalisation de plaques d'ostéosynthèse et de guides de coupe sur mesure pour de la chirurgie maxillofaciale, avec ici le repositionnement d'un zygoma. Donc à l'aide du scanner du patient, nous venons en fait par une opération de mirroring dupliquer le côté droit du patient sur son côté gauche, de manière à voir où devrait se positionner le zygoma dans sa position optimale. Le chirurgien décide ensuite où doivent se faire les coupes et place les vis en évitant des structures anatomiques qui pourraient être dangereuses. Et une fois que les vis sont placées, on vient dessiner les implants, mais à partir de la position des vis. Donc c'est les vis qui guident les implants et pas les implants qui guident les vis. Et la subtilité de ce montage est de faire maintenant du rétro-planning. Savoir qu'on va regarder maintenant ce zygoma troué, le repositionner finalement dans sa position antérieure pour créer des guides de coupe qui vont assurer que si on coupe l'os à l'endroit des guides et qu'on fait les forages à l'endroit des trous, on est sûr que les implants se monteront dans une solution unique qui respectera le planning chirurgical. Donc un article récent de Schumann et collaborateurs a pu montrer que la qualité de précision est à peu près multipliée par 2, on devient inframillimétrique en termes de qualité de positionnement du centre de gravité de l'ensemble. Il y a un gain de temps, un confort opératoire et une prédictibilité chirurgicale qui est assurée via le planning. Par ailleurs, on a une sécurité des positions des vis, puisqu'en fait on conçoit les implants autour des vis. Par contre, cette technologie a encore deux inconvénients. Le premier est que son coût est plus important que la chirurgie traditionnelle. Et le deuxième est qu'elle nécessite de temps en temps de décoller un petit peu plus les tissus mous pour faire passer les fameux guides de coupe. Autre application, mais qui montrera un petit peu les défis de la personnalisation, donc toujours en collaboration avec Materialize et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Il s'agit cette fois-ci de créer des substituts osseux à propriétés biomécaniques adaptées, donc en fonction de la rigidité native de l'os du patient.
Donc on cherche à remplacer ici ce défect avec finalement 4 challenges: être capable de reprendre des charges mécaniques importantes, ce qui n'était pas le cas préalablement, avoir une porosité adaptée de manière à maximiser la recolonisation osseuse, avoir une porosité adaptée cette fois-ci pour limiter l'ischémie, et nous verrons cela nécessite des tailles de corps différents, et enfin avoir une rigidité adaptée de manière à ce que quand les cellules pénètrent ce matériau poreux, elles soient sollicitées mécaniquement de manière à se différencier et générer de l'os. Donc, des études que nous avons montées au laboratoire, avec en particulier 3 articles publiés par Schmidt et Schumann, ont pu montrer que par rapport aux implants traditionnellement réalisés en maille en titane, le fait de diminuer la rigidité d'un facteur 5 permettait de maximiser la recolonisation osseuse et le temps finalement de génération de cette structure osseuse que nous cherchons tous. Donc, nous sommes donc partis sur la création d'une nouvelle maille, une maille cette fois-ci à rigidité variable et adaptée. Par contre, dès que nous cherchons à personnaliser les implants, il faut que le calcul fonctionne quel que soit l'implant. Et donc toute l'idée de cette conception est de travailler sur une maille élémentaire qui ensuite va être reproduite dans l'espace tridimensionnel, faire tout le travail sur la maille, assurer que la maille a toutes les propriétés voulues pour être sûr que l'implant réalisé avec cette maille-là aura les bonnes propriétés. Donc typiquement, cette maille a 2 porosités différentes, des ports triangulaires pour maximiser la recolonisation, des ports hexagonaux pour limiter l'ischémie, de manière à ce que l'implant soit vascularisé. Et ces ports aussi sont en taille validés d'un point de vue nettoyage et stérilisation, puisqu'on l'a vu, quand on imprime en 3D avec de la poudre, finalement la poudre restante doit être évacuée. Le deuxième point clé de cet implant est sa raideur. Donc comment réaliser un implant dont nous vérifions la raideur et dont nous assurons la sécurité. Donc vous allez le voir, en fait il s'agit d'un implant qui a une raideur variable. Quand l'implant est sollicité gentiment, finalement c'est la partie périphérique de cette maille qui prend la charge. Par contre, dès que la sollicitation est plus importante, ce sont les piliers internes de l'implant qui jouent un deuxième rôle. Donc si vous regardez cette simulation numérique, on voit que le comportement est en 2 phases et que du coup on peut s'assurer que malgré le fait qu'on ait un implant souple, on soit capable de résister à des chocs. Autre point clé, certes, la fabrication additive a plein d'avantages, par contre, on se rend compte que l'endroit où nous imprimons les pièces peut avoir une influence, puisque l'orientation du faisceau laser est différente. Donc, nous sommes obligés de faire, en fonction des machines, des gammes de tests, de manière à vérifier l'endroit où doit être placé l'implant. De même, quelle doit être la puissance du laser. Donc là, typiquement, 4 puissances ont été testées. Et enfin, l'orientation de l'implant, qui peut être imprimé horizontalement à 45 degrés ou verticalement. Donc typiquement, pour une seule et unique maille, il y a près de 350 configurations qui sont testées de manière à assurer au clinicien qui montera l'implant qu'il a bien les propriétés mécaniques qui sont voulues, et ce qui nécessite forcément beaucoup de préparation. Donc typiquement, chaque implant fabriqué, en même temps, est fabriqué avec une pièce de test qui sera testée mécaniquement de manière à s'assurer que le lot fabriqué par l'imprimante valide le cahier des charges. Et vous voyez ici des courbes de contrainte déformation qui montrent la capacité des comportements que l'on est capable d'assurer avec de l'impression 3D afin de l'adapter au patient. Enfin, en conclusion et perspective, vous voyez que cette fabrication additive est vraiment une révolution industrielle. Elle permet de réaliser des objets qui étaient irréalisables il y a une vingtaine d'années, et l'exemple de ce cartilage d'oreille est relativement impressionnant. Elle apporte une solution économiquement viable à la personnalisation, qui est un but pour beaucoup d'entre nous. Par contre, elle nécessite de posséder des modèles biomécaniques personnalisés de grande qualité, capables d'être utilisés en routine clinique. Il y en a peu sur le marché. Enfin, je l'ai dit, aucune compétence est requise. Ma fille utilise une imprimante 3D, mais ce qui fait que beaucoup de gens se sont mis à imprimer des implants en titane chez eux, quasiment. Ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, parce qu'il n'y a aucune certification de la chaîne numérique qui est utilisée, que ce soit au niveau du logiciel d'imagerie, de segmentation, de simulation, et je passerai sur ma liste de manière à rester dans le temps. Mais de manière à assurer que l'implant que l'on pose vérifie finalement un cahier des charges, il faut être capable quand même d'avoir un certain nombre de certifications. L'objet, enfin, fabriqué peut être fonctionnalisé. Et avant de vous remercier pour votre attention, je vous laisserai sur ces 2 vidéos issues du MIT et de Harvard, où on voit un implant imprimé plat, qui, une fois placé dans l'eau, finalement, évolue dans le temps, d'où la 4e dimension, et est capable de se replier sur lui-même. De même, cette nappe, qui a quand même, du coup, un avantage pour faire des structures déployables. Et enfin, cette orchidée, réalisée à l'Institut Weiss à Harvard, à Boston, qui, une fois placée dans l'eau, vous allez voir, est capable d'être fonctionnalisée, de manière à avoir une forme 3D encore plus évoluée que celle que l'on aurait pu imprimer ou avoir un mouvement. Sur ce, en espérant avoir respecté le temps, je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci beaucoup. C'est un exposé très passionnant et très clair. Il est ouvert à discussion. Jean-Marie Gousset. Merci Philippe. Qu'en est-il de la réhabilitation biologique de ces implants? Alors, typiquement, nous avons mené il y a 2 ans une étude animale sur du mouton pour voir comment ces implants en titane étaient supportés et pour voir quel était justement l'avantage de limiter la rigidité. Le problème finalement n'est pas tant les implants maintenant, parce qu'on se rend compte qu'ils marchent vraiment très bien, c'est l'ancrage des implants avec l'os. En fait, toute la charge passe par les pattes de fixation et j'avoue avoir eu quelques soucis avec mes amis les moutons qui ne respectent pas, comme vos patients, les consignes qu'on leur donne. Et donc, on a eu beaucoup de casses, non pas des implants, mais des pattes de fixation. Il y a vraiment tout un travail à faire et nous travaillons énormément là-dessus maintenant pour arriver à être capable de fusionner correctement l'implant avec l'os. Donc, le gros travail n'est plus sur l'implant, il est sur la fixation avec c'est le problème de ce qui n'est pas biologique avec ce qui est biologique. Et c'est ça le vrai problème de toutes ces prothèses et tout ce système. Nous aurons une session là-dessus, la jonction inerte-vivant, bientôt à l'Académie. Donc, vous êtes tous invités à y venir. Merci. Oui. Est-ce que vous avez une expérience dans la fabrication d'organes pas notre laboratoire. Complexes du genre pied long J'ai lu des réalisations de ce type, pas votre laboratoire. Pas notre laboratoire. Richard? Moi, je voudrais revenir un peu en avance sur la complexité de la fabrication de l'imprimante. Parce que vous avez sauté, c'était la fin de votre exposé, tous ces logiciels, etc. Et finalement, à partir des logiciels d'imagerie, la reconstitution 3D, etc., j'aimerais savoir un peu, c'est tout la même chose pour tout le monde? Il y a des fabricants d'imprimantes, quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, puisque vous les utilisez pour faire ça. Si demain je veux une imprimante 3D chez moi, où est-ce que je pars? Et voilà, parce que c'est très important, parce que l'intégration d'imagerie, c'est pas évident. Et deuxième question qui va avec, c'est dans l'imprimante, est-ce que vous pouvez changer le matériau que vous injectez au cours de l'impression? Puisque ça, c'est pour moi un point très important, de mélanger les choses. Alors, suivant les technologies d'imprimante, il est possible d'utiliser des imprimantes qui ont plusieurs buses et de marier des matériaux. Et je pense qu'on aura des exposés juste après le mien. Me semble-t-il, les messieurs de Biomodex utilisent ces technologies-là, sans dire de bêtises. Je ne sais pas s'ils sont à ça. Ouais. C'est bien ça, voilà. Donc vous aurez vraiment les films associés à ça. Pour ce qui est du titane, nous pouvons modifier les propriétés de matériaux en modifiant finalement la puissance du laser au cours de l'impression. Et donc, il est possible de générer de la porosité, des effets granuleux, donc c'est tout à fait possible. Par contre, et c'est vrai que je suis passé très vite, mais ça me paraît être un point clé, être capable d'assurer pour les chirurgiens une traçabilité et une capacité de revenir en arrière, de savoir ce que l'on a fait sur l'ensemble de ces points. Vous voyez que j'en ai cité à peu près une dizaine, mais ils sont peut-être plus nombreux, me paraît essentiel. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont pignon sur rue pour faire de la fabrication additive et qui vendent des solutions allant du logiciel de segmentation jusqu'à la certification de l'objet. Pour autant, les réglementations, et typiquement les marquages CE ou affiliés, sont quand même assez libres, même si la réglementation est en train d'évoluer très rapidement. Donc il est possible de faire quasiment ce qu'on veut. On ne va peut-être pas le dire, mais c'est quand même assez libre pour l'instant. À mon avis, les chances vont changer très rapidement parce qu'il y a tellement de gens qui s'y mettent que ça devient un vrai problème. Mais est-ce que vous croyez que dans un hôpital, on peut se mettre en relation avec le service de radiologie et avoir des interfaces pour récupérer des images et monter des imprimantes, ou c'est une utilité? Alors, je pense que Biomex va le montrer effectivement, mais si je prends un petit peu ce qui est fait dans l'industrie, quand nous réalisons des pièces et quand nous faisons appel à plusieurs services, souvent nous avons des certifications de qualité, des certifications ISO comme il y a des certifications associées aux implants. Et peut-être que finalement on va venir à ce que le service des imageries soit certifié, que les images qu'il produit sont associées à une calibration, un scanner calibré, qui donne les niveaux de grille associés au module Dioum, dont on sait du coup quelle va être la résistance mécanique des pièces sur lesquelles vont venir se fixer l'implant, et que c'est toute une chaîne numérique qui va être certifiée à l'hôpital, de manière à ce que le scanner puisse être réalisé, pas forcément à l'hôpital, mais en fonction du patient. Pour aller un peu dans le même sens, on s'aperçoit que pour un malade donné, on pourra quasiment fabriquer la pièce dont il a besoin. Quand on voit qu'actuellement, au niveau des enregistrements à l'HAS et
des nouveaux matériaux et des dispositifs implantables, vous savez, parfois 15 ans pour avoir les autorisations. Comment on règle ce problème? Parce que on tombe de l'industrie à l'individu. C'est une excellente question. Encore une fois, et c'est un petit peu l'idée de ma présentation quand je vous ai montré comment nous développons une maille, l'idée est de valider un process et pas un produit. Et donc à partir du moment où le process est validé, quelque part, quels que soient les ranges qu'on donne à ce process, le process dans son ensemble est validé, alors on peut fabriquer avec ce process. Et du coup, c'est le process qui doit être validé, mais ça nécessite une géométrie particulière. Typiquement, nous avons fait le choix de travailler sur une maille élémentaire qui peut varier en taille, mais dont le process est validé. C'est le process qu'il faut valider. Est-ce que l'autorité Micro, s'il te plaît. Juste un mot d'explication pour savoir si on a bien compris le terme d'additive. Est-ce que vous pouvez nous justifier la définition d'additive? Alors, je vais peut-être remontrer sur ma première vidéo. C'est vraiment qu'en fait, on vient déposer de la matière au fur et à mesure au cours du temps. Donc, soit par de l'extrusion, soit par des passes. Mais vous voyez, alors j'ai volontairement accéléré les films pour tenir dans le quart d'heure qui m'était proposé. Donc c'est vrai que ça va très vite, je vous prie de m'en excuser. Mais on vient vraiment déposer du plastique. Voilà. Au lieu dans usinage plastique d'en retirer. Au lieu d'en retirer. Et du coup, on comprend bien que pour en retirer, il faut avoir accès à l'objet qu'on retire. Alors que là, finalement, on peut faire du matériau. Est-ce que, pour reprendre et continuer la question de François, est-ce qu'actuellement, la Haute Autorité de Santé ou les instances de régulation valident des process, et non pas les produits? C'est des choses qui sont en cours de discussion, de même que l'est par la FDA l'utilisation de simulation éléments finis. Voilà, donc c'est vraiment une réflexion majeure en ce moment. Je vois Madame Scali qui réagit parce que c'est une grande spécialiste de cette chose-là. Le fait d'être capable maintenant de vous proposer des simulations qui soient marquées FDA et qui aient quelque part la même consistance que des essais sur pièces cadavériques en grand nombre, je pense que ça va être une révolution et c'est le deuxième fait. On le fait déjà en aéronautique. Il y a 10 ans, enfin, j'ai eu la chance de travailler dans l'aéronautique il n'y a pas très longtemps. Avant, on faisait 15 maquettes d'avions échelon qu'on faisait voler. Maintenant, on fait de la simulation numérique et une maquette échelon. Et je pense que pour la chirurgie, on va arriver au même concept. Dernière question. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la revascularisation, parce que vous avez parlé de mailles de revascularisation. Est-ce qu'il y a des néo-vaisseaux, des capillaires néo-formés à l'intérieur de votre process? Tout à fait. Donc, bien entendu, nous faisons de l'histologie, en fait, après notre étude terminale, nous avons fait un sacrifice des moutons, de manière à pouvoir, par histologie, vérifier la revascularisation de l'intérieur de l'implant. Mais ce qui nécessite, du coup, des tailles de pores particuliers, de manière à être sûr que ce nouveau réseau puisse se mettre en place. Pour l'histologie, comment vous faire, puisque c'est du titanium? Quand on a des pièces qui sont calcifiées, on les décalcifie, mais là, il faut se débarrasser du titanium. Donc là, en fait, on arrive à le couper et à le découper en très 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 fines lamelles. Donc il y a des 6 diamants qui le font très bien. C'est très long, mais on y arrive. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment très impressionnant.